Bonjour à tous, on est très content de vous avoir autour de ce webinaire aujourd'hui. Dans le cadre des entretiens Vineva Languedoc-Roussillon, comme vous pouvez le voir, on l'a organisé en webinaire compte tenu des contextes particuliers sanitaires. Et pour ce faire, on a découpé ce webinaire en trois sessions. Nous abordons aujourd'hui, comme l'a présenté Marion, la deuxième session relative aux variétés résistantes. Je rappelle que ces entretiens sont organisés sous l'égide du CIVL qui nous accompagne dans cette démarche et c'est une collaboration entre l'IFEV et les chambres d'agriculture de l'arc méditerranéen pour définir un peu l'ensemble de cette approche. Donc effectivement aujourd'hui la thématique va être orientée sur les variétés résistantes. Et en particulier, ce sera l'objet de cette présentation. Sur certains points, reprendront des éléments d'information issus d'un programme régional financé par la région Occitanie sur cet enjeu des variétés résistantes depuis ces 3 dernières années. Pour commencer, je vous propose dans un premier temps de faire un tout petit point de rappel sur ce que c'est une variété résistante. Donc, c'est juste une diapositive. On va parler de différents types de variétés dans le cas de cette présentation. D'une part, je voulais juste rappeler en termes d'origine des variétés résistantes, on peut considérer qu'il y a 2 types d'origines, des origines françaises et des origines étrangères. Au niveau des origines France, on peut citer les variétés résures qui sont des obtentions INRAE, avec certaines variétés qui sont déjà autorisées. Les variétés bouquets, qui sont des variétés anciennes travaillées par l'INRAE, qui sont remises au goût du jour et qui sont en cours d'évaluation à nouveau au niveau du vignoble. Des variétés que j'appelle interprofessions, qui ne sont pas encore validées aujourd'hui, qui sont plutôt dans une phase de travail initial. Ces variétés que j'appelle interprofessions, en fait, ce sont des programmes régionaux mis en place avec les interprofessions pour essayer d'identifier des variétés croisant les cépages emblématiques de la région et du bassin de production avec les gènes de résistance. Enfin, dernière origine plutôt étrangère. Donc, il y a des variétés allemandes qui sont plutôt anciennes, qui sont développées en Allemagne depuis 20 ou 30 ans déjà, qui sont aujourd'hui autorisées en France. Et puis, il y a pas mal de variétés d'origine qui sont développées par certains pépiniéristes en lien avec les obtenteurs. On peut citer variétés développées récemment par les entreprises françaises Mercier, qui est un obtenteur suisse, et les variétés des programmes VCR, pépiniéristes italiens, qui développent avec en particulier l'université d'Udine en Italie en termes d'obtenteurs de ces variétés. Je rappelle juste aussi un point important, lorsqu'on parle de ces variétés résistantes et de ces obtentions, on parle d'hybride et non pas du tout d'OGM. Donc c'est un point bien important. C'est un travail lié à de l'hybridation et absolument pas un travail d'OGM. Enfin, en termes de réglementation, on y reviendra dans le cours de la présentation, je vais juste refaire un petit point. Quelles sont les autorisations de plantation aujourd'hui? Il est possible de planter en France des variétés qui sont classées dans le catalogue français. Et il y a aussi certaines variétés aujourd'hui qui ont été admises en termes de qu'on appelle de classement temporaire, à savoir qu'on peut les utiliser à des fins d'expérimentation sur des surfaces limitées. Les variétés qui sont inscrites en classement temporaire sont encore en cours d'évaluation et une plantation qui va être faite en termes d'un titre d'expérimental ne garantit pas que demain, cette variété sera autorisée en classement en France pour un usage. Donc, il y a un petit risque dans le développement de ces variétés à titre expérimental, c'est qu'il n'y a pas de garantie qu'elles apparaissent demain au classement définitif en France. Et puis ensuite, il y a plusieurs variétés qui sont inscrites dans un catalogue européen, qui n'ont donc aujourd'hui pas d'autorisation en tant que telle de plantation dans le vignoble, à part dans le cas d'expérimentation sur des toutes petites parcelles avec un nombre de pieds très limité. Et c'est des fins d'expérimentation qui sont différentes du cadre du classement temporaire. Voilà un peu une petite première diapositive pour essayer de resituer un peu les éléments que l'on va évoquer pour que tout le monde ait à peu près le même niveau d'information pour comprendre les éléments qui vont être présentés par les 3 intervenants qui vont suivre. Et je propose tout de suite d'enchaîner avec la présentation de la Chambre d'agriculture de l'Hérault, Nathalie Fortin. Merci Eric. Donc en fait, moi je vais vous faire une présentation basée sur vraiment un point d'actualité au niveau des 4 départements, Aude, Hérault,
Gard et puis Pyrénées-Orientales. C'est une continuité du programme dont Eric parlait, qui a été dans un premier temps basé sur des expérimentations financées par France Agrimer et le Conseil régional, puis ensuite relayé à partir de 2017 sur un vaste projet avec des financements régions, FEADER et agences de l'eau. Et maintenant, nous sommes sur une phase où en fait on travaille vraiment avec les vignerons des 4 départements, dans un objectif d'accélérer l'acquisition de références de ces variétés et des bonnes adéquations de ces variétés au type de sol, aux conditions pédoclimatiques et tout qu'on pourrait avoir sur cet arc méditerranéen. Ouais. Alors, juste un premier rappel. Toutes les données qui ont été acquises jusqu'à présent ont été acquises sur des sites d'expérimentation qui sont quand même bien répartis au niveau des départements, mais qui sont quand même restreints. Donc, vous avez la taille des ronds qui correspond à l'importance de ces sites d'expérimentation, avec le domaine de Casse, domaine de Tresserre, qui sont les 2 domaines de chambre d'agriculture de l'Aude et des Pyrénées-Orientales, et qui présentent une très grande variabilité des cépages qui sont observés dans ce cadre-là. Vous avez Sud-Expé Saint-Gilles, où il y a, dans le Gard, qui a également un certain nombre de cépages représentés. Et dans l'Hérault, c'est pas du tout un domaine avec une liaison chambre d'agriculture marquée, c'est l'INRA domaine de chapitre sur lequel, en tant que chambre départementale de l'Hérault, on intervient. Après, vous avez on intervient dans quelques observations. Après, vous avez quelques petits ronds qui sont fixés parce que c'est quelques observations complémentaires, mais sur 1 ou 2 cépages à chaque fois. Donc, vous voyez qu'en fait, on a des sites dédiés dans les centres d'expérimentation. On a un réseau de parcelles d'expérimentation chez les vignerons dans l'Hérault principalement qui vient compléter ces observations-là, mais c'est quand même très réduit. Et puis à chaque fois, par rapport aux dates de plantation, on a un panel de porte-greffes qui sont très très limités. Donc on ne peut pas répondre exactement à toutes les questions qu'on pourrait nous poser. Ce calendrier vous rappelle que le début de la mise en place du réseau déclassé définitivement, c'est en 2011. Lancé par l'Observatoire du CD34 et qui a donné lieu en 2012 à la plantation de sites VATE dans l'Aude et dans l'Hérault. Ces sites en 2012 ont été rejoints par un certain nombre de parcelles vigneronnes d'expé, notamment en 2014 dans l'Hérault. Et à partir de ces données-là, plus des données biblio qui ont été ajoutées à d'autres dossiers de demande de classement, on a débouché en 2017 et 2018 au classement définitif de 16 variétés. Les variétés réparties sur tous les panels qu'Eric a rappelé juste avant, c'est-à-dire des variétés provenant d'obtention allemande, d'obtention italienne, d'obtention suisse, et puis des restes du Rhin, la première vague d'obtention INRA restes durs. Là, que vous avez eu en animation normalement sur le calendrier, les petites flèches jaunes et rouges qui sont apparues, c'est qu'en fait, grâce à le comité RQD qui nous a demandé aussi de suivre des parcelles qui ont été implantées lors du déploiement, du classement définitif de ces variétés, nous avons pu travailler sur un panel de parcelles en 2020 plantées à partir de 2018 et de 2019. Ce sont à chaque fois des parcelles jeunes. Pour vous rappeler donc sur la diapo que vous avez plus sous les yeux, en 2018, sur les 4 départements, 20 hectares 54 ont été plantés avec ces classements, ces cépages classés définitivement. En 2019, 49, pratiquement 50 hectares ont été plantés avec ces variétés-là. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on est en parallèle entre les plantations des viticulteurs, des vignerons, et puis nous, nos besoins de conseils à délivrer aux viticulteurs pour mieux les accompagner. Le classement rapide, donc après les premières implantations et les demandes importantes, donc les conseillers sont relativement à court de référence, notamment sur l'adaptation porte-greffe, l'adaptation sol, et puis la variabilité des réponses par rapport aux maladies, la variété des réponses par rapport à l'évolution climatique et les coups de chaud éventuellement. En 2018, on a certaines parcelles qui ont subi des symptômes
de réponse à la chaleur du 28 juin qui ont été importantes et ce sont des observations qu'on capitalise. En fait, avec ce réseau 2020 porté par le comité RQD, il y a une nouvelle forme d'expérimentation qui se met réellement en place et qui est cadrée, c'est l'expé participatif. Donc beaucoup de personnes entendent parler de toute façon. C'est vraiment un échange entre l'expérimentation, entre la réalité de terrain et puis et cette connexion et la recherche également. Et c'est cette connexion qui fait avancer beaucoup plus vite les connaissances et les conseils qu'on peut délivrer. Le viticulteur est source de référence au même titre que les organismes d'expé. Il n'y a plus voilà, cette personne-là apporte de la connaissance, de l'expérimentation, et puis celle-ci, en tant que viticulteur, est juste un support d'expérimentation. C'est plus vrai. Maintenant, on échange complètement à travers plusieurs voies que je vais vous présenter un petit peu rapidement. Alors, sur la diapositive suivante que vous voyez pas, donc pour 2020, la mise en place du réseau, c'est 60 parcelles de viticulteurs réparties sur les 4 départements qu'on a caractérisées avec leur aide, avec l'aide des viticulteurs sur tous les points au niveau sol, porte-greffe, type de palissage, type d'entretien également, auquel on a rajouté 6 parcelles d'expérimentation qu'on accompagnait, qui étaient accompagnées par les régions FLADER, Agence de l'eau, les années précédentes. Ces 60 parcelles et 6 parcelles d'expé chez les viticulteurs correspondent à 36 viticulteurs qui sont dans cette base de référence. Et comme on est dans une phase vraiment de transfert de ces observations de référence, on n'est pas en expérimentation, on est dans cette phase de transfert, ça correspond à 15 conseillers agricoles des 4 chambres d'agriculture, accompagnés par 5 conseillers expé, chargés de mission ou chargés d'études expé des chambres d'agriculture. Donc on est vraiment dans un autre système, un nouveau système d'acquisition de référence. Je vous ai mis quelques diapositives par la suite pour vous montrer un petit peu la diversité de ce qui est abordé. Par exemple, alors c'est un réseau qui est très jeune pour 2 choses, c'est-à-dire qu'en fait, on vient de le mettre en place en 2020, ça a été mis en place en avril, on y a travaillé sur plusieurs passages d'été et de rencontres avec le viticulteur dans le courant de l'année 2020. On n'a pas encore complètement dépouillé toutes les informations. Et c'est jeune aussi, c'est un réseau jeune aussi pour une deuxième raison, c'est qu'en fait, ce sont des parcelles qui sont des parcelles vigneronnes qui ont été plantées après, pour la plus grande partie, après le classement définitif de la variété. Donc en fait, nous sommes sur des parcelles qui sont plutôt sous forme de plantiers ou tout juste la première année de mise en place du système de taille. Ce qui nous importait particulièrement dans la mise en place de ce réseau, c'est de diversifier les porte-greffes, de diversifier les systèmes de taille. Là, vous avez l'exemple au niveau du réseau. Alors, les cépages, les variétés ne sont pas représentées de façon homogène parce qu'en fait, c'est vraiment le reflet de ce qui se plante, de ce qui s'est planté dans le vignoble des 4 départements. Donc forcément, nous avons beaucoup plus de parcelles de Sauvigny gris et de Cabernet Cortis, comme vous pouvez le voir sur le graphique, par rapport à d'autres variétés. Ce qu'on a essayé de faire au mieux, c'est d'avoir des représentants de chacune des variétés classées définitivement. C'est pas tout à fait le cas. Il nous en manque 3 au niveau du réseau. Il nous manque le Cabernet Blanc, le Pinotin et le Sauvignac très récemment classés définitivement. Mais on s'emploie à faire évoluer ce réseau pour avoir très rapidement le plus de renseignements et de variations possibles. Ce que vous voyez là, c'est qu'en bleu, c'est le plantier. Pour l'instant, on attend le système de taille choisi par le viticulteur. Ensuite, vous avez de la taille roya en rouge. Vous avez peu de taille longue représentée. C'est les petits carrés verts. Il n'y a pas beaucoup de parcelles représentant ça. Et on a taille mécanisée précise et non taille qui montre bien qu'un certain nombre de viticulteurs ont choisi de planter ces cépages-là dans une optique aussi de réduction de coûts à l'exploitation. Mais c'est un premier graphique, c'est la première année. Il faut faire très attention dans l'emploi, forcément, de ces graphiques-là, pour l'instant. Sur le graphique suivant, j'ai voulu aussi vous montrer qu'on s'employait à avoir une diversité, des valorisations des raisins qui seront produits. Et vous avez la répartition entre caves particulières représentant le réseau, caves coopératives,
Et puis ensuite, pour l'instant, comme ce sont des jeunes plantations, des raisins vendus en frais également. Sur la diapositive suivante, je vous présente quelques résultats d'observation des conseillers. Donc, ce sont les conseillers qui font les tournées sur les parcelles, essentiellement les conseillers, donc avec un œil de conseiller, puis un œil d'expérimentateur. Et en fait, l'un des points très intéressants qu'on nous demande quand un viticulteur nous demande ce qu'on pense d'un cépage, c'est aussi, bah oui, mais la végétation à quel port, qu'est-ce que je peux choisir comme système de palissage au-dessus, etc. Donc, voici les observations des conseillers. Et sur ces observations des conseillers, je vous ai mis le niveau d'expertise au niveau expérimentation. C'est-à-dire que nous, depuis 2014, on suit un certain nombre de cépages, ce sont tous les cépages qui n'ont pas les points d'interrogation. Et en fait, on a émis, à partir de toutes nos parcelles d'expérimentation, des avis sur le port de la végétation de chacun des cépages et donc forcément le conseil qui serait associé derrière. Et en fait, ce que le réseau, c'est 60 parcelles qui vont monter à pratiquement 80 parcelles en 2021, 76 parcelles exactement, on s'était fixé, 80 parcelles en 2021. On va continuer à alimenter. Oui, dans tous les sites, on retrouve telle ou telle tendance. Voilà, donc ça, c'est à poursuivre. C'était une première sortie du réseau pour vous montrer. Alors ensuite, je vais vous présenter rapidement également le réseau, un autre réseau qui existe depuis un an de plus, le réseau des classés temporaires. Celui-ci, ce réseau de classés temporaires, il est porté essentiellement par le CIVL dans le cadre d'une convention que le CIVL, Interroc, IFSO, l'INRAE et l'IFV. Il y a une convention qui lie tous ces organismes-là et nous, on vient en appui technique à cette convention-là à travers ce réseau des classés temporaires. Ce réseau, il a été mis en place à partir de 2018, essentiellement uniquement pour l'instant sur du matériel végétal INRAE bouquet. Et il est ouvert dès qu'on pourra avoir des parcelles vigneronnes INRAE Resdure 2, par exemple, à d'autres matériels végétal, d'autres sources de matériel végétal. Et c'est un réseau qui est basé également sur des parcelles chez les vignerons, puisque c'est l'idée. L'idée est vraiment d'être en conditions réelles de production, en question réelle des viticulteurs, une attente également au niveau des vins commercialisables, que ça représente quelque chose pour eux. Et ce réseau est plutôt fortement appuyé par la région Occitanie à travers le plan de déploiement du vignoble, à travers 2 sources de financement et notamment une source de financement direct pour le viticulteur dans un accompagnement qui correspond à peu près à une aide à la plantation de cette parcelle en classé temporaire qui, par contre, elle n'aurait pas d'aide à la plantation en temps normal. Là, vous avez une cartographie des parcelles de ce réseau 2018, 2019 et 2020, sur laquelle j'ai rajouté les parcelles anciennes INRA bouquet qu'on pouvait avoir en expérimentation aussi. C'est une cartographie qui a été présentée au Club des vignerons, donc tous les vignerons qui font partie de ce réseau. Et vous voyez la répartition de toutes les parcelles qu'on peut avoir dans les 3 départements, 11, 30 ou 34. Les couleurs représentent les variétés INRA bouquet qui sont étudiées. Ce réseau représente 34 parcelles qui correspondent à 23 viticulteurs. Et là, par contre, ce sont des suivis qui sont plutôt essentiellement réalisés par l'expérimentation, par les conseillers expérimentation des départements, puisqu'ils relèvent d'un protocole très cadré INRA. Sur la diapositive suivante, donc voilà, les observations sont faites avec des protocoles INRA, avec un protocole INRAE, et donc sous convention avec l'INRAE, avec des restitutions obligatoires que le viticulteur a pu signer. Et donc, il y a un cadrage qui n'est pas du tout comme les parcelles qui relèvent d'un cépage classé définitivement. Là, ce réseau-là, il est un petit peu plus vieux que le premier réseau que je vous ai présenté. Et donc, l'échange des viticulteurs, pour qu'on ait vraiment des échanges participatifs et puis une acquisition de références, se font à travers un groupe d'échange WhatsApp, où en fait, les agriculteurs mentionnent, mettent beaucoup de photos. On a 115 photos qui ont été délivrées l'année dernière sur ce groupe-là.
mettre beaucoup d'informations sur l'état de développement, de stade phéno du cépage. C'est très, très important parce que ça aussi, vous en avez besoin en termes de est-ce qu'il débourre tôt, est-ce qu'il va fleurir tôt. Ça nous alimente beaucoup au niveau donc du comportement de la variété. Et puis les accidents de développement, des accidents nutritifs par exemple, également avec des fois des carences magnésiennes qui sont relevées par exemple. Des photos de symptômes aussi et un échange de photos de symptômes parce que ces variétés n'ont pas forcément les mêmes symptômes. Quand vous avez une multitude de tout petits points noirs, eh bien c'est du mildiou, mais du mildiou qui a nécrosé et qui ne s'est pas du tout développé. Et donc le viticulteur doit apprendre à reconnaître aussi ces symptômes-là et à évaluer l'importance ou pas de ces symptômes. Et nous avons rajouté aussi des rencontres thématiques, puisqu'en fait l'idée est vraiment d'acquérir des références de façon commune et d'échanger avec le viticulteur. Ils ne savent pas forcément quoi faire de leur raisin une fois que le raisin est arrivé. Comment on peut faire des vinifications? Est-ce que c'est tel ou tel process de vinification qui sera choisi? Donc là, on échange ça à travers autour d'un verre. En fait, on déguste les différents vins qui auront été réalisés par les différents partenaires. Donc ICV, INRA Plage Rouge, IFV. Voilà, on a tous les partenaires, ou les chambres d'agriculture. On a tous les partenaires autour des tables et on échange ensemble en live avec les viticulteurs. Donc globalement, au niveau conclusion, les réseaux participatifs de viticulteurs et de vignerons, c'est vraiment des viticulteurs et vignerons vraiment engagés qui sont présents, en tout cas pour le premier réseau le plus ancien, ils sont toujours présents à chaque fois qu'on propose quelque chose. Les deux réseaux rassemblés sur ces départements, sur ces 4 départements correspondent, j'ai pas triché, ça fait 100 parcelles vigneronnes Touron, qui correspondent à 55 viticulteurs et vignerons engagés dans ces échanges-là. Et on a donc au niveau des chambres d'agriculture 21 conseillers mobilisés pour ces suivis et pour animer tout ça. L'avant-dernière diapositive, c'est une diapositive où vous… Ah non, pardon, excusez-moi. On est en train de travailler au niveau expérimentation sur la reconstitution un petit peu des 4 départements. En fait, on travaille beaucoup plus sur les pressions de maladies et pressions pédoclimatiques, en fait, et on abolit les frontières des départements avec la création de 5 zones au niveau de la région. Toutes les parcelles, les 100 parcelles, les résultats seront petit à petit présentés sur ces zones-là avec des caractéristiques très, très particulières. Vous verrez les résultats qui arriveront les années, dans les mois qui arrivent sur cette présentation de 5 zones. Cette diapositive que j'aime beaucoup, c'est une diapositive très colorée qui montre tous les partenaires, tant financiers que partenaires techniques, et auxquels il faut rajouter tous ces viticulteurs-là qui nous donnent beaucoup de matière de raisin. Et donc, du coup, la dernière diapositive pour vous remercier de votre attention, c'est un panel de quelques parcelles que nous suivons sur toute la région. Voilà nos parcelles d'expérimentation sur tous les sites. Et je vous remercie pour votre attention. Si vous avez quelques questions sur ce type de présentation et de suivi. Alors bonjour, je suis Régis Caillot de la communication de l'Institut français de la vigne et du vin. Je vais être donc l'interlocuteur entre l'intervenant et puis bien sûr les personnes qui suivent ce webinaire. Si vous avez des questions à poser, vous pouvez le faire à travers le chat. C'est sur votre droite, tout en haut de l'écran. Pour l'instant, il n'y a pas de questions. Moi, Nathalie, je voulais vous en poser une. Je voulais savoir, vous avez parlé de porte-greffe tout à l'heure, et je voulais savoir sur quel type de porte-greffe vous avez travaillé. Alors, pour l'instant, notre réseau qui est jeune, de par aussi la disponibilité des plans qui a été proposé par les pépiniéristes ou autres, on a une très très forte proportion de SO4. Très forte proportion de SO4. Donc, l'idée des réseaux, ça va être d'ouvrir le réseau, de faire évoluer le réseau pour faire rentrer de nouveaux porte-greffes dans les observations, parce que c'est vraiment ce qui nous manque. Comme toutes les parcelles d'expérimentation ont été plantées sur SO4 dès le départ. À partir de 2012-2014, c'était du SO4. Et maintenant, on a besoin d'ouvrir beaucoup.
Alors, il y a une question qui vient d'être posée. Qui réalise les vinifications des parcelles d'expérimentation? Alors, par rapport aux parcelles d'expérimentation, hein. Donc, pour tout vous dire, on travaille beaucoup avec les centres qui sont les plus proches. Donc, le Gard, c'est beaucoup Philippe Cottereau qui va intervenir après, hein, qui peut être sollicité pour vinifier. Dans l'Hérault, c'est l'ICV, donc Jacques va intervenir tout à l'heure. Ils reçoivent pas mal de matériel hérolté en raisin, pas que, hein, mais pas mal. Dans l'Aude, Cazes, le domaine de Cazes réalise les propres vinifications, et dans les PO, c'est le domaine de Tresser qui réalise ses propres vinifications. L'INRA Pêche Rouge fait ses propres vinifications. Ça, c'est pour les parcelles d'expé. Pour les parcelles du réseau viticulteur, le viticulteur, soit c'est un vigneron et il va faire ses propres vinifications chez lui. Il a besoin d'avoir de l'aide en disant, bah oui, sur cette variété, ça a été testé comme ci, comme ça, et par rapport à votre structure de cave, vous pouvez choisir peut-être de regarder un peu ce que vaut votre raisin dans vos conditions avec, je sais pas, un pressurage direct, avec tel ou tel process. Donc, le vigneron de cave particulière, il va faire son vin. Nous, on peut être amené à lui demander de nous garder quelques bouteilles, par exemple, pour échanger, ne serait-ce qu'au niveau du réseau des viticulteurs. Quand c'est un viticulteur de cave coopérative, là, ça pose un problème parce qu'une cave coopérative va pouvoir faire une cuve qu'à partir du moment, en gros, on dit 3 hectares au niveau de l'aire de la cave coopérative. Donc là, on verra ce qui se passera. Peut-être que certaines caves vont s'équiper de petits modules, de petites cuves, où on peut aussi trouver que la parcelle est particulièrement intéressante, et peut-être que du coup, un partenaire œnologue serait intéressé pour faire une mini-vinification, comme on a fait en expérimentation jusqu'à présent, avec 80 kilos, par exemple, de raisin. Voilà, c'est très clair, en fait. L'idée est de coller à la réalité. Oui, Nathalie, il y a des questions qui sont posées. Alors, comme on n'a que 5 minutes après chaque intervention, il y a 2 types de questions. Il y a une question technique et puis une question d'organisation, on va dire, ou d'adhésion. La première, c'est comment un viticulteur peut-il intégrer le réseau d'expérimentation? Et puis, est-ce qu'il y a des journées d'échange qui sont aussi prévues et ouvertes aux personnes extérieures? Alors, le réseau est classé définitivement. Donc, pour 2021, on a la liste on travaille avec les conseillers agricoles des secteurs. Donc, si vous avez planté en 2018, 2019, 2020 des parcelles en classé définitif, rapprochez-vous de votre conseiller de secteur. Et le conseiller de secteur va nous faire remonter la demande. On ne peut pas tout suivre, mais on regardera si les caractéristiques de vos parcelles complètent ce qu'on a jusqu'à présent. On va forcément privilégier les parcelles les plus anciennes pour avoir le plus rapidement possible des raisins. Pour le réseau de classés temporaires, avec le matériel INRA Bouquet en tout cas INRA Bouquet, le CIVL notamment vous a envoyé un courrier, il fallait candidater, mais il n'y a pas beaucoup de matériel végétal disponible. Donc forcément, il y a un goulet d'étranglement sur plein de points. Donc faut pas s'offusquer du fait que le dossier ne soit pas forcément retenu dans le cadre des plantations classées temporaires. Il y a un problème de matériel végétal avec des règles administratives que je pourrais vous détailler, mais en off, parce que sinon, ça serait trop long, je pense. Et puis, enfin, on va prendre une dernière question pour pas déborder donc sur le temps. Est-ce que vous avez déjà des résultats sur la résistance à la sécheresse des différentes variétés? Alors, la résistance à la sécheresse, on observe, on regarde sur les parcelles, bien sûr, leur comportement. On croise avec irrigation par irrigation, parce qu'il y en a certaines, il y en a pas mal qui sont sous irrigation aussi. Pour l'instant, on engrange des observations, mais on n'a pas de résultats à donner avec certitude, en fait, pour l'instant. C'est en cours. Tout est en cours, les réseaux sont jeunes, c'est que des échanges entre les viticulteurs et nous. Et ça va arriver, je pense, rapidement avec le nombre de personnes concernées.
Merci beaucoup, Nathalie. Je pense que je redonne la parole donc à Éric Chantelot, qui est l'animateur de ce webinaire. Mais Merci, Régis, Nathalie. donc tu enverras les questions auxquelles je n'ai pas répondu, tu me les enverras, c'est ça? Exactement. D'accord, merci beaucoup. Merci à toi, Nathalie. Je transmets tout de suite la parole à Jacques Rousseau de l'ICV pour complément sur ces aspects variétés résistantes et les aspects onologiques. Oui, bonjour à tous. Bien, alors, je vais vous parler un petit peu du travail qu'on a fait depuis 8 ans maintenant à l'ICV. Si tu veux passer la diapositive. Donc, dans le cadre de ce programme régional, on a depuis 2014 réalisé 106 vinifications expérimentales. Ça veut dire qu'on a travaillé sur 20 variétés résistantes. Et dans certains cas, dans le cas des essais VATE, on avait parfois des variétés témoins qui permettaient de comparer. Quand on n'avait pas de comparaison claire, on a pu faire des comparaisons avec nos réseaux de référentiels, donc l'Observatoire du millésime. Donc, vous voyez, dans ces 20 variétés qu'on a travaillées, la plupart sont des variétés qui sont actuellement classées et disponibles pour les viticulteurs. Il y a un certain nombre de variétés qui sont en classement temporaire, ou en demande de classement temporaire, qui seront peut-être disponibles d'ici, je dirais, 5 ans, 3 à 5 ans. Et il y a certaines variétés qui sont encore sous numéro, donc dont on ne sait pas si on n'a qu'une lisibilité à court terme. Diapo suivante. La première information qu'on a essayé de tirer, c'est la date de récolte. Donc là, il faut voir ça un petit peu comme provisoire, vu qu'on a un nombre de références qui peuvent être limitées. Mais on a essayé de regrouper les dates de récolte à une maturité de l'ordre de 13 degrés d'alcool potentiel. Ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a beaucoup de variétés précoces, mais aussi pas mal de variétés tardives. Et alors que même pour les variétés étrangères, on s'attendait à avoir pas mal de variétés précoces, d'après ce que la bibliographie disait, là on s'aperçoit qu'on peut avoir en région méditerranéenne un panel relativement large de précocité, ce qui est intéressant. Diapo suivante. Au niveau des rouges, là, sur les acidités, on a comparé avec des cépages régionaux, donc il y a Syrah, le Merlot, Grenache, Carignan, Cabernet Sauvignon. On voit que il y a des cépages qui se positionnent un petit peu sur toute la gamme au niveau acidité, un certain nombre qui sont plutôt moins acides. Mais ce qui est intéressant de regarder, c'est tous ceux qui ont des potentiels acides relativement élevés, que ce soit au niveau des teneurs en malique ou des pH qui sont plutôt bas, qui sont plutôt des facteurs intéressants pour des vins méditerranéens où le manque d'acidité est une tendance, une conséquence un petit peu du changement climatique. Diapo suivante. Au niveau des rouges, donc ce graphique-là représente sur la couleur en abscisse, donc sur l'axe horizontal, la DO 280 qui mesure donc la quantité totale de tanin, et sur l'axe vertical en ordonnée l'intensité colorante. Et ben, on voit des choses très intéressantes. D'abord, il y a quelques variétés qui ont des potentiels couleurs vraiment très élevés. On voit l'Artaban, le Vidocq, le Merlot Chorus et le Monarque qui ont vraiment des potentiels couleurs intéressantes. Mais ce qui caractérise la plupart de ces variétés-là au niveau des rouges, c'est le fait qu'elles ont des charges tanniques, des quantités de tanin, des DO 280 très élevées. Hein, vous voyez, alors que pour des Merlots, des Cabernet Sauvignon, des Carignan ou des Syrah, la DO 280 est de l'ordre de 40 à 50. Là, la plupart des variétés sont au-dessus de 70, voire 80, donc ce qui est vraiment très important. Et ça, je pense que pour les rouges, c'est une caractéristique importante. On a également évalué l'aptitude des cépages rouges à faire des rosés. Donc là, c'est la représentation chromamétrique qui permet de caractériser la couleur en fonction de l'intensité du rouge sur l'axe des abscisses et l'intensité du jaune sur l'axe des ordonnées. Plus on va vers la droite, plus on a des intensités colorantes élevées.
Et là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un certain nombre de cépages qui ont des caractéristiques qui semblent assez proches des rosés de Syrah. On voit le Vidocq, le Prior. On voit certains cépages qui, a priori, semblent donner des rosés plutôt très colorés, donc l'Artaban, le Cabernet Volos. Et une tendance générale, c'est que quand on cherche à faire des rosés peu colorés, en limitant les durées de macération et en travaillant sur les conditions de pressurage, on peut avoir des intensités faibles, mais avec souvent des nuances jaunes importantes. C'est le cas du Monarque, du Cabernet Cortis et du Merlot Russe. Au passage, vous noterez que le Monarque, qui est un cépage qui donne en vinification rouge le plus de couleurs, est aussi un cépage qui peut donner en pressurage direct des rosés peu colorés. Et on explique ça par le fait que les pellicules de certaines variétés sont certainement beaucoup plus dures et que les cinétiques d'extractabilité des couleurs et des tanins sont différentes de celles qu'on a l'habitude de voir sur des vinifera classiques. Diapo suivante. Là, c'est sur les blancs. Donc là aussi, sur les blancs, on a regardé un petit peu les acidités et donc là, c'est sur les mous, acidité des mous et l'azote assimilable sur les mous, donc la fermentabilité des mous. Là aussi, on voit une grande variabilité. En majorité, la plupart de ces variétés ont des acidités plutôt inférieures aux cépages de référence qui sont le Sauvignon et le Chardonnay, à une exception notable qui est le Souvigné gris, qui se caractérise vraiment par surtout des pH très bas. Et même à maturité, le Souvigné peut avoir des pH très bas. C'est ce qu'on va voir sur la diapo suivante. Donc ici, alors c'est pas très clair, je suis désolé. Ça représente l'équilibre acide en fonction du degré alcoolique. Donc degré alcoolique en abscisse et soit le pH, soit l'acidité totale en ordonnée. On voit une grande masse de points ronds rouges qui sont les sauvignons, des points ronds gris qui sont les chardonnays. Et par rapport à cette masse-là, on voit des cépages qui se distinguent un petit peu. On retrouve le Sauvigné gris qui a vraiment tendance, même à maturité élevée, à avoir des pH très bas. Et c'est vraiment une caractéristique de ce cépage-là, qui a été pas mal travaillé au niveau de vinification. D'autres cépages, il faut peut-être être prudent avant de se prononcer, mais on voit sur le Sorelli, le Fleurtail, des tendances à avoir peut-être des pH un peu plus élevés à maturité équivalente. Et enfin, un troisième cépage qui est le Muscaris, qui lui se caractérise vraiment par sa capacité à produire du sucre. Vous voyez, on a eu du mal à le vendanger à la bonne maturité, aux alentours de 13-14 degrés, et on a très souvent été, dès qu'on attend un petit peu avec ce cépage-là, on se retrouve avec des 16-17 degrés d'alcool potentiel. Diapo suivante. À côté de ce travail sur la caractérisation analytique, on a fait un travail sur la caractérisation sensorielle des cépages. Donc, il y a eu plusieurs étapes dans ce travail-là. On a travaillé sur différents vins rouges qui étaient de notre cave expérimentale, mais également de la Chambre d'agriculture de l'Aude. Là, donc, vous avez les différents cépages qui ont été travaillés en rouge, en blanc, et certains rouges ont été vinifiés soit en rouge, soit en rosé. C'est le cas du Cabernet Cortis et du Cabernet Volos. Diapo suivante. Donc, la première étape, c'était de valider la conformité sensorielle de ces vins-là. Donc, il y a eu différents jurys. C'était des jurys techniques avec des professionnels, soit œnologues, soit vinificateurs, soit vignerons. Et sur l'ensemble des vins qui ont été dégustés, il y a seulement 4 vins qui n'ont pas été jugés conformes. Donc, la grande majorité des vins qui ont été vinifiés à partir de ces pages-là ont été jugés conformes aux attentes de vins de style, alors c'était du niveau plutôt IGP ou vin de cépage. Diapo suivante. Ensuite, il y a eu un gros travail qui a été fait sur le comportement de ces vins en assemblage. Donc, le principe, ça a été d'assembler des vinifiés en cave expérimentale. Vous avez à gauche
la liste des cépages qui ont été travaillés, et des assemblées avec des vins de base, qui étaient des vins de base produits par des caves coopératives de la région, et donc sur des profils vins de cépage. Donc on a pris ces vins de base, on a assemblé, on a fait différents niveaux d'assemblage, entre 10 et 20% de variétés résistantes ajoutées aux vins de base. Et ces vins-là ont été présentés à la fois des jurys consommateurs et du jury expert. Il y a eu des tests triangulaires réalisés pour voir s'il y avait des différences significatives avec les vins purs, hein, et des tests de préférence. Les principales conclusions, c'est que quel que soit le vin de base, aucune préférence n'a été dégagée à l'intérieur des séries. Les jurys professionnels pouvaient voir quelques différences sensorielles, mais qui ne se traduisaient pas par des différences de préférence par les jurys consommateurs, et qui ne suffisaient pas, dans la plupart du temps, à modifier la conformité. Donc les vins étaient jugés conformes. La conclusion qu'on peut en tirer, c'est que l'addition de 15% de ces cépages résistants à des vins de base ne modifie pas la typicité du vin de base. Ensuite, ce travail-là nous a permis de décrire pour chaque variété, chaque vin, les caractéristiques variétales. Donc, on a fait des profils sensoriels. Donc, vous avez ici un exemple de profil sensoriel où on a mis en évidence les descripteurs qui étaient significatifs. Ça veut dire que à l'analyse statistique, les différences étaient jugées significatives par les dégustateurs. Donc, tu peux passer à la diapo suivante. Hein. Donc, ça nous a permis d'élaborer des fiches techniques qui sont disponibles sur notre site. Donc, on a fait 9 fiches techniques sur les vins pour lesquels on avait suffisamment de références pour pouvoir tirer des conclusions, et qui sont des variétés qui sont classées au catalogue. Voilà. Donc, merci, voilà, merci pour votre attention. Donc, si vous voulez retrouver ces fiches-là, vous pouvez aller sur le site de l'ICV, sans accès libre, et vous pouvez aussi retrouver le guide technique qu'on avait rédigé maintenant il y a une dizaine d'années, qui est sorti en 2013, je crois. Voilà. Si vous avez des questions. Alors, écoute, il y a deux types de questions. Il y a une première question qui est un peu technique, qui peut-être s'est basée sur les colorants. Est-ce que tu as analysé les anthocyanes diglucosides? Oui. Alors là, il y a un travail qui a été fait avec Pierre-Louis Tessèdre à Bordeaux. Il y a une publication qui a été présentée au Congrès de l'OIV à Genève il y a 2 ans. Donc, il y a un certain nombre sur les rouges. Donc, il y a un certain nombre de vins qu'on a vinifiés, et d'autres vins, hein, donc des vins de l'INRA, des vins de différents vins qui ont été analysés. Et ce qu'a montré Tessèdre, c'est qu'il y avait des différences de diglucosides suivant les variétés. Les variétés type allemande, dont les croisements traditionnels, je dirais, ont des diglucosides qui sont dominés par la delphinidine. Alors que les variétés bouquets ont des diglucosides qui sont dominés par la malvidine, qui est également le diglucoside principal qu'on trouve sur les vitivinifera. Donc là, il y a une deuxième. Ce travail va être renouvelé cette année. Là, Pierre-Louis Tessèdre vient de nous solliciter pour qu'on lui envoie des vins. Et donc, on va pouvoir compléter avec des variétés qui n'avaient pas pu être travaillées à l'époque.
Alors, si vous avez des questions, vous pouvez le faire donc à travers le chat, qui est la bulle en haut à droite de l'écran. Moi, j'ai une question, Jacques. Je voudrais savoir si, dans tout ce que vous avez étudié, comparé, est-ce qu'il y a des variétés qui semblent plus intéressantes d'un point de vue qualitatif que d'autres? Alors, au niveau des blancs, moi, je trouve qu'on a plusieurs candidats qui sont intéressants. Alors, je peux en citer, ça ne veut pas dire que les autres ne prennent pas intérêt, mais celles qui ressortent, le Sauvigny gris, c'est une variété qui ressort pour son équilibre acide et ça donne des vins qui sont relativement fins au niveau aromatique. Le Floréal, et c'est une variété qui vraiment a une expression aromatique qui est vraiment très intéressante et constante. Quand on déguste les vins faits dans le sud-ouest ou dans la région, on trouve des choses intéressantes. Au niveau qualitatif, le Sorelli présente des équilibres sensoriels intéressants, peut-être un manque d'acidité en bouche. Et même si là, je n'ai pas de résultat à vous présenter, mais le Sauvignac que j'ai eu l'occasion de déguster, en particulier à Bordeaux, au vignoble du Cours, donne des vins qui sont aromatiquement intéressants. Je dirais que sur les rouges, c'est un peu plus difficile. Du point de vue aromatique, on trouve des rouges qui peuvent être très intéressants, mais les rouges sont aussi caractérisés par des tanins qui sont assez présents et parfois un petit peu rustiques. Généralement dans les dégustations, on n'a pas on trouve que les rouges sont un cran en dessous des blancs. Alors, il n'y a plus de questions pour l'instant, Jacques. Juste une remarque d'un spécialiste qui est situé dans le sud-ouest et qui dit qu'il serait souhaitable de réserver le mot de cépage, terme ancien et patrimonial français qui n'a quasiment aucun équivalent dans le monde viticole aux variétés de Vitis vinifera. Tout ce qui est résistant étant par nature issu d'hybridation interspécifique, plus ou moins complexe, le terme de variété résistante est nettement préférable. Je sais. Il faudrait même que tout le monde parle de variété tolérante. Le terme résistant risque un jour de nous porter préjudice. Voilà. C'est une autre remarque. Il n'y a pas de questions, mais des remarques. Beaucoup, Jacques. Mais s'il n'y a pas d'autres questions, je propose donc de donner la parole à Éric Chantelot pour la troisième intervention. merci beaucoup. Je passe tout de suite la parole donc à Philippe Cotreau de l'IFEV qui va poursuivre sur ces aspects pertinence des variétés résistantes par rapport aux cépages de référence. Oui, bonjour à tous. Donc oui, je vais vous parler un peu des essais qu'on a réalisés en faisant un focus sur les dégustations et les méthodes qu'on a utilisées pour caractériser ces différents cépages par rapport aux références régionales. Donc ça s'inscrit dans le cadre du FEADER Languedoc-Roussillon, tous ces essais que je vais vous présenter. Les vinifications étaient faites sur des parcelles provenant du Gard essentiellement, des Resdures, Artaban, Vidocq, Floréal, Voltis, mais aussi un petit peu, on a eu la possibilité de vinifier une variété allemande, le Prior, et italienne, le Sorelli. Alors on a fait des travaux sur des vinifications différentes pour valoriser au maximum le potentiel de ces nouvelles variétés. Mais bon, comme on ne peut pas tout présenter en 15-20 minutes, je vais me focaliser surtout sur la caractérisation des vins par rapport à des références régionales, en utilisant des méthodes qui permettent de faire des regroupements de proximité. Et on a eu la possibilité de faire une approche consommateur un petit peu avec beaucoup de dégustateurs. Donc je vais vous présenter ces résultats. Donc déjà, quand on parle dégustation, il y a des choix qu'on doit faire qui sont un peu subjectifs. Donc nous, au niveau de l'ITV Rodillan, on a fait le choix de tout comparer par rapport à une gamme d'une cave coopérative, dont il se trouve que c'est Bourdic. Et donc on a choisi des gammes de cépages purs, Syrah, Merlot, Cabernet Sauvignon ou Marselan, parce qu'on avait eu un petit problème de millésime pour le Cabernet Sauvignon qui était décalé par rapport au nôtre. Et pour les blancs, Chardonnay, Viognier et Sauvignon blanc.
Pour les dégustateurs, on a utilisé les agents de l'IFV et aussi de nos collègues de Vinvention qui sont sur le site. Et on a utilisé les élèves du lycée Marie Durand de Rodillan grâce à leurs professeurs. Alors, au niveau des méthodes, on va y revenir, mais on a utilisé les 2 premières années le positionnement sensoriel polarisé, appelé avec un petit nom PSP. Et donc, vous verrez comment ça fonctionne. Et puis, pour la caractérisation, proprement dit, des profils pivots, là aussi, je vous expliquerai comment ça fonctionne. Tout ce travail, en 2017-2018, a été la base d'un stage de fin d'études d'une élève ingénieure de Purpan. Et bon, ce qu'il faut quand même ajouter, c'est que c'était un peu difficile pour les vins 2017 parce que, vu que les plantations sont jeunes, on avait des raisins en 2e feuille. Et il se trouve qu'en plus, on n'a pas eu beaucoup de chance sur un des secteurs. On a eu de la grêle qui a occasionné un peu de pourriture acide sur l'Artaban. Donc, on a vinifié, on a essayé de parer à ça en faisant une vinification un peu particulière avec de la thermovinification. Donc, au niveau des méthodes utilisées, donc la PSP, c'est une méthode de positionnement pour comparer par rapport à des références qu'on appelle des pôles. Donc, on va présenter un vin et on va le comparer avec trois références. Et à chaque fois, on va dire s'il est plus proche ou très éloigné de chaque pôle. Donc ensuite, il y a une analyse mathématique qui s'appelle l'analyse factorielle multiple, une classification ascendante hiérarchique qui permet de justement visualiser ces différences et les rapprochements qu'on peut faire entre les vins par rapport au pôle. Ensuite, quand on trouve le vin qui se rapproche le plus a priori de ces cépages qu'on teste, ou ces variétés qu'on teste, on fait un profil pivot, donc on prend cette référence et on compare avec le vin qu'on veut profiler. Et là, c'est une méthode verbale, et donc on demande simplement aux gens de décrire en plus intense ou moins intense sur les critères qu'ils trouvent très intéressants pour ces vins. Donc là, il y a un traitement mathématique aussi, parce qu'il faut faire, il y a un traitement lexical au départ, après des transpositions matricielles pour pouvoir l'utiliser en analyse de correspondance multiple. Mais je ne vais pas, bien sûr, rentrer dans ce genre de détails. Donc, pour visualiser ce genre de résultats, par exemple, en 2017, quand on a testé le Floréal et le Sorelli, on a vu que par rapport aux 3 références de la cave de Bourdic, le Floréal et le Sorelli se rapprochaient plus du Viognier que du Chardonnay ou du Sauvignon. Donc ensuite, on a fait les tests par profil produit. Et là, on a pu caractériser un petit peu plus les choses par rapport au Viognier, puisque là, tout est à lire par rapport au Viognier. Le Floréal a été jugé plus fruité côté fruits blancs, et le Sorelli plus aromatique, mais aussi avec une tendance oxydée plus importante. Et en bouche, le Floréal était très long en bouche, plus long que le Viognier, alors que le Sorelli ressortait comme plus lourd et plat par rapport au Viognier. Donc voilà ce genre de résultats qu'on a pu avoir en 2017 sur les blancs. Ensuite, Eric. Donc la même chose pour l'Artaban et le Vidocq. Donc là, le PSP nous a permis de voir qu'en fait, Vidocq et Artaban étaient plus proches de la Syrah que du Merlot et du Cabernet Sauvignon. Et en faisant le profil pivot, on a vu qu'il y avait quand même un caractère plus végétal et plus oxydé que la Syrah de référence, avec notamment des termes qui sont sortis comme sur la netteté et des goûts éventuellement d'écurie. Alors on s'est posé la question de savoir si on n'avait pas eu quelques petits problèmes de brette. Et l'Artaban était retrouvé plus animal et banane. Et là, bon, comme on a dégusté plutôt la thermo, qui était de meilleur état que la trad à cause de la pourriture acide, on retrouve ce caractère isoamylique que la Syrah, évidemment, en référence, n'avait pas. Donc ensuite, on a aussi travaillé sur les assemblages. Et là, un petit peu comme vous a dit Jacques tout à l'heure, ce qu'on voit, c'est que quand on assemble à 15%, on se retrouve, la classification donne exactement, on est très au voisinage du cépage de référence. Donc ça rejoint un peu les résultats
qu'on avait vu. Donc, on va passer au millésime 2018. Donc là, bon, la présentation change un peu parce qu'on a changé de logiciel, mais bon, ça fonctionne pareil. Et donc là, cette année-là, donc en 2018, le floréal et les assemblages du floréal avec les 20 références ressortent plus proches du chardonnay que des deux autres, Viognier et Sauvignon. Alors, on n'a pas dégusté le Sorelli en 2018 parce qu'on a eu un problème de caractère oxydé beaucoup trop marqué et on n'a pas voulu le déguster. Alors, tout est relatif quand on dit que c'est plus proche que, parce qu'en fait, ça peut quand même rester très éloigné. Donc, on a aussi fait des analyses de dégustation plus classiques, des profils classiques, avec là un jury de techniciens, et on a regardé un petit peu comment évoluait l'assemblage. Donc, on voit certaines tendances quand même, notamment pour les blancs. Là, on voit que le floréal renforce le chardonnay pour ses notes fruitées. Bon, c'est non significatif au seuil de 5%, mais il y a une petite tendance et ça diminue l'amertume du chardonnay et là, c'est significatif à 5%. On voit aussi que le floréal renforce un peu quand on l'associe avec le Viognier sur la note fruitée. Donc, il y a vraiment ce petit plus éventuellement. Bon, c'est pas significatif à 5%. Et là, on renforce son amertume et on augmente la rondeur. Donc là, on voit que le floréal pour le chardonnay et pour le Viognier n'a pas donné une modification identique pour les deux cépages. Ensuite, bon, ce qu'on peut voir sur cette analyse de profil, c'est que les profils séparent bien le chardonnay et le Viognier et leurs assemblages. Donc, les assemblages sont proches en fait de leur cépage de référence. Et quand on regarde le floréal pur, on voit qu'en fait qu'il est plus proche du chardonnay que du Viognier. Donc, on rejoint un peu le PSP, la méthode qu'on a vue avant. Donc, il y a vraiment c'est plus proche du chardonnay que du Viognier. Bon, après, qualitativement, même si c'est pas significatif, on voit que les assemblages et les cépages de référence sont jugés un petit peu mieux que le floréal. Donc, on a fait la même chose pour un rouge. Eric? Donc, pour le rouge, on a testé le Vidocq et son assemblage avec la Syrah. Donc là, il y avait une différence vraiment significative sur beaucoup de descripteurs entre le Vidocq et la Syrah. Et donc, en pointillé, vous avez l'assemblage des deux. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que le profil Vidocq est très significativement différent de la référence et même de l'assemblage, qui est très proche, en fait, du cépage pur. Et ce qu'on peut dire éventuellement, c'est que le Vidocq a permis de légèrement diminuer la note de fruité et augmente le côté végétal. Bon, c'est pas significatif, mais il y a une petite tendance. Et il y a aussi un renforcement de l'impression acide et astringence par l'association du Vidocq. Et par contre, on a vu que là, il y avait une diminution significative de l'amertume dans l'assemblage. Bon, qualitativement, là, il y a vraiment une grosse préférence pour la Syrah et l'assemblage qui est vraiment très très proche. Donc, on reboucle un petit peu sur ce qui a été dit, à savoir qu'à 15%, malgré qu'on ait des vins très très différents, dans l'assemblage à 15%, ça ressort très faiblement. Donc ensuite, à partir de 2019, donc là, on a dégusté en 2020, donc on a dû s'adapter à la situation Covid parce que ça a été compliqué de mettre en place les dégustations. Donc on a utilisé une autre méthode qui est beaucoup plus simple de caractérisation, c'est la méthode CATA, Check All That Apply, où en gros ça permet de caractériser globalement un vin par une description en piochant dans une liste de descripteurs. Éventuellement, on peut en créer d'ailleurs. Et donc, on est parti, on a gardé la même logique d'avoir une gamme de références pour 3 vins de la cave de Bourdique. Bon, après, au niveau de mes dégustateurs, je n'ai pas pu les réunir tous en même temps. Donc, les techniciens de Rodillan, ça a été plutôt en juin, et avec les lycées, avec les élèves du BTS du lycée, j'ai pas pu le faire avant décembre, donc de manière assez récente, début décembre. Donc, ce qui fait que au niveau j'ai pu concaténer les résultats, mais c'était assez cohérent pour les rouges et rosés,
Pour les blancs, c'est un petit peu plus difficile à interpréter. Je pense qu'il y a eu des petites variations par rapport aux blancs. Donc, ce qu'on trouve par rapport au rouge, c'est que globalement, les variétés résistantes présentent des caractéristiques qui s'éloignent des cépages références. Donc, on a une sorte de bloc, c'est ce que j'ai entouré en noir, des cépages références, et on a des caractéristiques un peu spécifiques qui ressortent des variétés résistantes. Donc, l'Artaban est peut-être celui qui se retrouve le plus proche des références, mais avec un caractère un peu plus fruit cuit et animal, en tout cas dans cette catégorie, dans cette dégustation. Le Prior s'est caractérisé par un descripteur animal assez fort, alors peut-être de la réduction. Il n'y a pas eu ce terme de cité, mais bon, on peut se poser la question. Et les Vidocq, en vinification traditionnelle, ont été caractérisés par un côté épicé, végétaux et herbacés. Et là, on voit bien qu'il y a une graduation avec la durée de macération. Donc, plus c'était macéré, plus c'était jugé herbacé et végétal. Et le Vidocq élaboré en thermovinification a été un caractère plus floral et amylique. Donc ça, c'était lié à l'effet, on va dire, thermo, mais aussi un caractère très très sec en bouche parce que c'est un cépage qui effectivement donne beaucoup de tannicité. Et là, la thermo a exacerbé ce côté très sec et tannique de la variété. Bon là, on peut le regarder d'une autre manière en mettant la citation d'un descripteur, mais en gros, c'est tout ce que je viens de vous dire. Donc la thermo, par exemple, en rouge, on voit les caractères amyliques qui ressortent et le côté séchant est très astringent, exacerbé. Ensuite, en 2019, on a fait des rosés. Donc là, évidemment, on a pris une autre référence, toujours de la cave de Bourdic, la Grenandise et Éclat de Gris, qui sont des grenaches vinifiés très différemment, et une Syrah rosée. Et là, on voit bien que l'axe 1 oppose bien les cépages références aux variétés résistantes par le caractère agrume et floral beaucoup plus fort pour les variétés de référence. Et ensuite, sur l'axe 2, on sépare un peu les références avec la Syrah et Grenandise qui sont plus fruits exotiques par rapport à l'éclat de gris qui est plus fruits rouges. Et on a un Vidocq qui est caractérisé par des fruits rouges et toujours ce petit caractère herbacé. Et de nouveau, le Prior, il a des caractères en bouche intéressants de persistance, mais aussi un caractère animal aussi. Alors, est-ce qu'il y avait aussi un petit peu de réduit? Ça, on peut pas l'affirmer. Ensuite, pour les blancs, bon là, comme les résultats sont un peu plus confus, je l'ai mis sous cette forme-là. Bon, on peut quand même voir quelques descripteurs qui apparaissent et qui donnent des tendances intéressantes, à savoir le Voltis, il est relativement peu aromatique, mais par contre, il a un bon niveau d'acidité. Les profils Sorelli et Floréal macération pelliculaire sont plus proches du Vionnier, sauf pour les caractères en bouche où le Vionnier a un caractère rond beaucoup plus important. La macération pelliculaire renforce le caractère floral au détriment du fruité, du fruit jaune. Et donc, c'est la petite différence entre la macération pelliculaire et les pressurages directs qu'on a réalisés, que ce soit sur Sorelli ou sur Floréal. Et ensuite, il y a un petit plus, a priori, sur le Floréal macération pelliculaire, où on voit des descripteurs, fruits exotifs agrumes qui apparaissent plus fréquemment. Voilà pour la dégustation avec des jurys experts. Et donc, on a eu une approche consommateur grâce à une opportunité de pouvoir faire déguster l'Artaban et le Floréal 2019 au cours d'une opération organisée par l'IGP des Coteaux du Pont du Gard. Donc ça s'est passé le mercredi 5 août. Donc dans cette animation, le principe c'est que les gens achètent un verre sérigraphié et dont ont 2 tickets de dégustation. Et il y a une douzaine de producteurs qui proposent leur vin et qui donc font déguster les gens. Et il y a un petit fascicule qui donne le nom des caractéristiques du viticulteur et le prix des bouteilles. Donc nous, on a proposé de déguster nos vins, donc bien sûr gratuitement, on rentrait pas dans le système des tickets, mais par contre, on a demandé en contrepartie de répondre à une petite enquête vraiment très simple.
On avait à disposition un poster pour expliquer ce que c'était que la création variétale. Alors vraiment très très simple. Et en plus, bon, à l'accueil, l'organisation indiquait qu'il y avait des vins nouveaux à déguster et on était aussi inscrit dans le petit livret. Donc le 5 août, il y a eu environ 800 personnes qui sont venues sur le site du Pont du Gard. Et sur notre stand, il y a eu 195 personnes qui sont venues faire cette dégustation. Ils n'ont pas forcément dégusté le rouge et le blanc proposés, mais quand même, les réponses ont été très intéressantes. Donc ensuite, une petite caractérisation. Donc vous avez la petite fiche qu'ils devaient remplir. Donc vous voyez que c'était très très simple. Hein. C'était j'aime, j'aime pas, et donner un prix prêt à acheter pour tel prix. Donc, on a eu un petit peu plus d'hommes que de femmes sur le stand. Au niveau des classes d'âge, c'était relativement bien réparti de 18 jusqu'à plus de 60 ans. Au niveau du choix des dégustations, la grande majorité a goûté les deux vins. Mais là, il y a une petite différence. Quand les gens ne goûtaient qu'un seul des deux vins, les femmes ont préféré un petit peu plus goûter le vin blanc que le rouge. Ensuite, bon, au niveau des appréciations, donc déjà, il n'y a pas eu de différence homme-femme par rapport à la note donnée à l'Artaban ou au prix donné par Artaban. Donc voilà, on se situe dans une valeur, on va dire, un petit peu au-dessus de la moyenne, hein, puisque c'était nommé sur 5, et un prix autour des 6 €. Donc là, bon, sur le graphique de droite, vous voyez que il y avait quand même des écarts types assez forts sur les propositions de prix, hein, allant même jusqu'à 20 €. Donc bon, là, c'est un peu excessif. Et puis, si on regarde par rapport aux classes d'âge, il y a quelque chose qui apparaît pour l'Artaban, c'est que globalement, les classes d'âge inférieures à 50 ans ont un peu mieux noté les vins et ont logiquement été prêts à payer un peu plus cher. Bon, ça joue pas beaucoup, mais il y a une petite différence significative. Concernant le floréal, donc là, on a eu de nouveau aucune différence entre les hommes et les femmes, mais avec là une note beaucoup plus forte pour le floréal, enfin beaucoup plus forte, plus forte pour le floréal que pour l'Artaban, et un prix moyen un peu plus élevé aussi, de pratiquement 0,8 € de plus, donc qui tourne autour de 7 € pour le prix prêt à payer. On voit aussi sur le graphique de droite qu'il y a eu moins de variabilité sur les prix offerts, il y a eu moins de variations. Et au niveau des classes d'âge, là, il n'y a plus vraiment de différence sur la note entre les classes d'âge, mais par contre, il reste toujours cette petite différence pour les classes d'âge inférieures à 50 ans, ils sont prêts à payer un tout petit peu plus cher. Donc voilà, je fais une petite approche. Donc en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que les vins issus de variétés résistantes ont des profils assez différents en fait des références régionales choisies, et notamment surtout en rouge et en rosé. Dans nos essais à 15% d'assemblage, on n'a pas modifié de manière significative les profils sensoriels des vins références. Donc là, on va tout à fait dans le même type de résultat que ce que vous a présenté Jacques. Pour les blancs, avec le floréal et le soril, notamment si on fait des vinifications adaptées avec des macérations pelliculaires où on va vraiment favoriser l'apparition de thiols notamment, on peut avoir sur certaines bases neutres sans doute un caractère thiolé qui peut apparaître et donner un peu plus de fruité, même dans un assemblage à 15%. Ensuite, le Voltis, qui est apparu plus acide et moins aromatique, pourrait par contre paraître intéressant pour faire des vins de base en effervescent. Et là, il y a des essais en cours. Bon, on n'a pas encore des résultats parce qu'on vient d'acquérir les vins, mais ça a été fait dans plusieurs régions. Ensuite, l'approche consommateur réalisée nous a les vins n'ont pas du tout été rejetés par la majorité des dégustateurs et qu'en fait les prix où ils étaient prêts à payer en moyenne finalement étaient proches de la moyenne des vins présentés sur les stands des producteurs. Après, au niveau des dégustations avec les consommateurs, c'est ça ce qui est assez enrichissant d'ailleurs à faire. Bon, il y avait un côté très enthousiaste par rapport à ces variétés,
parce que ça permettait de réduire fortement les traitements phyto. Et bon, c'est vrai que nous, sur le stand, on a affiché volontairement cet a priori, et ça a sans doute facilité l'acceptation. Et dans les questions qui sont revenues souvent, vraiment, il y a vraiment une crainte sur des manipulations génétiques. Donc, notre poster était vraiment très intéressant pour ça, et ils avaient besoin d'être sécurisés par rapport à ça. Donc, je pense que pour ces nouvelles variétés, il y a vraiment un besoin de communication grand public pour expliquer ce que c'est, et que justement, le côté OGM fait très peur. Donc, il faut vraiment communiquer là-dessus. Voilà, je suis disponible pour d'éventuelles questions. Alors pour l'instant, Philippe, il n'y a pas de questions qui ont été posées, mais bon, je pense que ça va venir. Moi, spontanément, j'ai envie de te poser une question. C'est l'incidence de l'assemblage. Est-ce que à partir de combien de pourcentage d'assemblage d'une variété résistante avec un cépage plus traditionnel, plus classique, on a une incidence organoleptique? Bah, disons, donc on a vu, donc c'est pas au hasard si on a choisi 15%, parce que les règles d'assemblage 15-85 permettent de ne donner que le nom du cépage prioritaire. Donc voilà, on sait que dans ces niveaux-là, on va peu changer le profil des références, et éventuellement, notamment pour les blancs, peut-être gagner un petit peu plus en fruits. Bon, par contre, enfin, ce qu'il faut quand même bien reconnaître, c'est que au jour d'aujourd'hui, on n'est peut-être pas parti sur des vins faits pour être vinifiés en pur. Je pense qu'ils ont été, leur intérêt sera pour l'instant plus en assemblage. D'abord parce que pour changer un cépage, il faudra plusieurs décennies, hein. Donc, dans un premier temps, il faut plutôt partir sur l'assemblage plutôt qu'en vinification pure. Et il faut bien voir que les premières générations, bon, notamment au niveau des restes durs, je pense que plus ça ira, plus on va intégrer dans les critères de sélection des choses liées à des vinifications, voire même des résistances au stress. Il y a plein de choses qui vont arriver. Bon, et ça va demander du temps, hein. Autant nous, en vinification, on change tous les ans. La vigne, il faut être un petit peu plus patient. Alors justement, c'est une autre question. C'est d'abord, la personne dit que tu as fait c'est un travail qui est assez impressionnant. Est-ce que vous avez prévu de réaliser le réaliser ce travail sur de nouvelles variétés, et si oui, lesquelles? Bah, je dirais que là, vu le nombre, vous avez vu le nombre de variétés, c'est pas toujours très simple de pouvoir tout faire sur toutes les variétés. Il faudra vraiment se focaliser, et par rapport à, je pense qu'il faut d'abord passer par une période où on regarde le plus intéressant, et après se focaliser sur des, voilà, une étude consommateur. Vous avez bien vu, moi je peux faire que 1, 2, 3 vins différents. On peut pas se permettre d'avoir, par rapport à des consommateurs, présenté 16 références, c'est pas possible. Donc il faudra le faire progressivement en fonction des nouvelles acquisitions. Est-ce qu'il existe, enfin, est-ce qu'il est possible aujourd'hui de faire un vin avec le nom de la variété résistante sur l'étiquette? Ah bah oui, tout à fait. Du moment que ça fait partie du catalogue, on peut, en IGP, il n'y a pas de problème particulier, oui. Après, je pense qu'un consommateur lambda va peut-être avoir des difficultés à savoir à quoi ça correspond, parce que pour lui, Floréal, pour l'instant, ça ne veut pas dire grand-chose, quoi. C'est pour ça qu'il y a vraiment un besoin de communication. Alors, voilà, mais sur le principe légal, il n'y a pas de souci. Il y a des, comment dire, il y a des assemblages et puis des réalisations qui ont été faites, des élaborations de vins rosés par le Centre du Rosé, notamment avec de l'Artaban rosé. Est-ce que tu pourrais en parler un petit peu, dire 3 mots dessus? Bah moi, j'ai pas tous les résultats, mais effectivement, je pense que bon, après, je pense que pour les rosés, j'ai pas fait d'assemblage moi, mais je pense qu'à 15%, on va retrouver des choses très proches de des résultats qu'on a eu en rouge et en blanc, quoi, hein. Après, les résultats du Centre des Rosés, je les ai pas encore vus, parce que eux aussi ont eu des petits soucis aussi en 2019, comme tout le monde, avec les séances de dégustation organisées un peu de manière un peu compliquée. Donc voilà, mais ça va bientôt arriver.
Très bien. Ben, je n'ai pas d'autres questions pour le moment. Si vous en avez une, je peux en prendre une dernière. Sinon, je redonne simplement dire par rapport à la réglementation, si on veut citer le nom de la... Imaginons si on fait un assemblage 1585 avec du Vionnier, ça peut s'appeler Vionnier. Si on passe les 15%, on est obligé de citer que ça ne peut plus s'appeler Vionnier tout court. Il faudra citer le produit. Hein, donc, il faut dépasser les 15% pour pouvoir mettre le nom du cépage. C'était une petite précision parce qu'on m'avait fait un petit message personnel, donc je le disais à tout le monde. Eric, tu as la parole. Merci aux intervenants pour la qualité de leur présentation. Merci à tout le monde d'avoir participé à ce webinaire qui, on l'espère, vous a apporté des éléments d'information. En conclusion, deux choses. Je pense que l'approche des variétés résistantes n'en est qu'à ses débuts. Dans les cartons, on sait qu'il y a de multiples tests et expérimentations qui sont menés pour identifier de nouvelles variétés. Et on est dans une perspective que dans les 10 à 15 ans qui viennent, on pourrait arriver avec 30 ou 40 nouvelles variétés au niveau du catalogue français. Ce qui veut dire qu'on est quand même dans une véritable révolution, en quelque sorte, avec le temps que ça va mettre pour envisager la replantation de ces vignobles, mais on est dans un enjeu de taille qui est lié à la stratégie, l'orientation générale de l'agriculture en France, de réduire au maximum les intrants, et ces solutions de variétés résistantes répondent en partie ou totalement à cet enjeu-là. Donc je crois vraiment que ces premiers éléments de dégustation qui vous ont été présentés ou d'aptitudes agronomiques qui ont été présentés, c'est vraiment un démarrage, et on est vraiment dans une perspective dans les 15 ans à venir où on pourrait envisager une révolution dans l'approche du vignoble français. Et puis, dernier point, juste pour vous donner un nouveau rendez-vous, comme je l'avais dit en introduction, on est sur 3 sessions de webinaire. Nous avons abordé la 2e. Et nous aborderons un 3e webinaire, a priori, compte tenu du contexte sanitaire, où on aura du mal, je pense, à envisager en présentiel, puisque la prochaine date à retenir est le 11 février. Le webinaire sera consacré aux solutions de biocontrôle. Et ce que l'on souhaite vous apporter lors de dans ce webinaire, c'est réellement des éléments pratico-pratiques. Comment aujourd'hui je peux intégrer des solutions de biocontrôle dans mon programme de traitement. Merci à tous et je vous souhaite une bonne journée.